J'ai voulu commencer ma projection d'image par Malraux chinois, que l'on voit ici. Il y en aura une autre tout à l'heure où on dit que Malraux est le James Bond de Gaulle. C'est un peu exagéré, bien sûr, surtout compte tenu de l'état de santé de son ministre, car il ne faut pas oublier effectivement que Malraux est quand même quelque part brisé dès 1961 par la mort de ses deux fils, et que il n'a plus jamais été le même après, et ce qui fait qu'à partir de 1966, la politique culturelle est finalement la politique de son cabinet, où j'ai pu entendre le directeur disant de toute façon c'était moi qui réglais les problèmes, Antoine Bernard ayant fini en 1968 par signer lui-même un texte sur la politique culturelle de la collectivité. Dans un gouvernement bien constitué, ce directeur de cabinet aurait été révoqué. Il ne le fut pas, puisqu'on considérait que c'était peut-être le seul moyen que Malraux reste ministre. Or, il était aussi un grand orateur politique de la Ve République. Quand De Gaulle insiste auprès de Michel Debré pour que Malraux reste chargé du rayonnement culturel, ce qu'il a été auprès du dernier président du Conseil de la Quatrième République, puisqu'on s'est débarrassé de Malraux, ministre de l'Information, parce qu'il avait dit, si j'étais un jeune musulman, je serais sans doute avec les Félagas, mais je serais heureux de parler avec celui qui pense à la paix. On sait que sur l'Algérie, il a été effectivement favorable à l'indépendance. Ça a fait partie de ses problèmes avec Michel Debré, qui lui était partisan de l'Algérie française, et qui donc n'aimait pas son ministre, et qu'il a considéré quelque part comme un mauvais ministre. J'ai fait scandale en 1986 en évoquant les propos cruels de Debré sur Malraux. Le titre dont il aurait rêvé et qu'il a évoqué avec notamment Gaëtan Picon, c'est le titre de ministre du rayonnement culturel. Mais bon, c'est un titre qu'il n'a pas obtenu. Il a été donc d'abord, à partir de janvier, pour le relief du gouvernement, ministre d'État chargé de coordonner l'action gouvernementale dans le domaine culturel, et il est ministre d'État chargé des affaires culturelles du 11 juillet 59 au 20 juillet 69. De Gaulle, qui l'apprécie, qui sait combien Malraux a été insulté parce qu'il avait rejoint le RPF. N'oublions pas qu'à la fin des années 40, on traite Malraux de Goebbels, d'un nouvel Hitler. J'ai déjà dit dans un documentaire que c'était des phrases immondes, mais elles ont été prononcées. Et donc, De Gaulle soutient absolument, totalement Malraux. Et il dira à Bourges, à un moment où la santé de son ministre commence à être précaire, il va partir quelques semaines plus tard dans ce fameux voyage où commenceront les anti-mémoires, où il y aura aussi donc cette visite à Mao. Il avait dit à Bourges, Malraux est le plus qualifié pour créer des maisons de la culture, le plus qualifié pour comprendre, pour vouloir et pour faire connaître ce qu'est l'esprit humain. Je veux dire qu'effectivement, c'est un éloge superbe. Et je crois encore une fois que cette phrase sur le relief que doit apporter Malraux, c'est ce qu'attend De Gaulle de son ministre. Il ne l'attend pas de l'action dans le quotidien, il l'espère d'une transfiguration de l'épopée gaullienne par un écrivain dont il apprécie évidemment la totale fidélité. Et c'est effectivement cela qui aboutit à cet éloge qui vous a été lu tout à l'heure par Marie Geffray, l'ami génial dont le jugement fulgurant m'aide à dissiper les ombres. Cette lettre-là provoque, enfin, ce magnifique éloge qui lui est fait provoque chez Malraux l'écriture d'un texte où il écrit à De Gaulle, c'est à la bibliothèque d'Ousset qu'on trouve ce texte, « Avoir eu l'honneur de vous aider était la fierté de ma vie, et elle l'est davantage en face du néant. » Alors la fierté de sa vie, peut-être que quand même il avait aussi une certaine fierté avec les conquérants, mais en tout cas, après avoir reçu ce témoignage d'être l'ami génial, il tient à écrire que la fierté de sa vie, c'est d'avoir aidé Charles de Gaulle. Au départ, il est quelque part un ministre sans ministère, parce que Michel Debré décide de laisser 5 semaines pour qu'on découpe le ministère.
donc on prend essentiellement des morceaux du ministère de l'Éducation nationale et on abandonne moins de 3% des crédits, et moins de 400 personnes qui sont maintenant sous l'autorité théorique de Malraux, cependant qu'il y a un secrétaire général qui n'en sera pas véritablement un selon Michel Debré, qui est Jacques Jaujard, qui s'occupera surtout des expositions culturelles et qui effectivement, quand Malraux est en train de préparer le grand décret sur les missions de son ministère, lui dit non, 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 c'est pas ça, il faut parler d'autre chose, il faut parler d'enseignement. Enfin, évidemment, Malraux raye d'un trait de plume ou met dans ses corbeilles en rayon cocotte papier les phrases de Jaujard, et donc il construit son ministère avec son rêve des cathédrales du ministère de la Culture, mais il rate aussi à ce moment-là, il ne veut absolument pas qu'on confonde la culture noble et la culture maison des jeunes et de la culture, et donc toute la politique vers la jeunesse au niveau des MJC, ça reste du côté de la jeunesse et des sports, et finalement, quand il s'agit d'arbitrage budgétaire, on se trouve avec 80 millions qui vont vers la jeunesse et les sports pour ce type d'action, cependant on réserve moins de 2 millions pour les maisons de la culture. Et c'est une des choses dont je disais hier, que si personne n'a fait au début du ministère beaucoup de choses pour la musique, c'est parce que Biasini, qui a été l'homme des maisons de la culture, considérait qu'il n'y avait pas assez d'argent pour tout faire et que donc il fallait se concentrer sur les cathédrales. Donc, les collaborateurs, dont Pierre Moineau, qui quitte le ministère parce qu'il trouve justement qu'il n'y a pas assez de crédit, qui reviendra donc comme le dernier directeur général des Arts et Lettres, Pierre Moineau dit Debré avait une volonté, contrôler étroitement le territoire apparemment subversif de l'action culturelle. Cependant, donc, du côté de Debré, on considère que on voit un héros et pas un réalisateur, on voit quelqu'un qui ne s'attache pas à des projets dès qu'il y a une difficulté. Et donc, la tutelle de Debré de 59 à 62, la tutelle est forte. Je cite les propos de Michel Debré, c'est moi qui arrêtais le budget, qui fixais le niveau des lois programmes. Malraux ne s'y intéressait pas. Il ne voulait des crédits que pour une chose, pour ce qu'il voulait faire. Il ne pouvait avoir une volonté que pour une chose. Et Michel Debré me confiait encore, il s'enthousiasmait pour une idée, pour un projet, et ses nobles intentions, mais il s'en détournait, le laissant à d'autres quand la réalité était différente. Michel Debré considérait donc que la loi programme sur les monuments historiques, celle des secteurs sauvegardés, ont été des projets qu'il a structurés, et le caractère technique des mesures de ces lois plaide quand même en faveur de la vision de Michel Debré. Alors, par ailleurs, André Malraux, par fidélité à ses amis et à ses copains, a fait un cabinet où il y avait des gens tout à fait efficaces sur le plan du lien avec le ministre, comme Brandin, que Janine Mossuse a bien connu, mais en prenant comme directeur de cabinet un chef de bureau de la ville de Paris qui passait son temps à boire du whisky tout en jouant au flipper dans les cafés autour de la rue de Valois, il est évident que la réputation du cabinet Malraux auprès de la rue de Rivoli et donc des financiers est devenue assez rapidement mauvaise. Et donc, par ailleurs, en 61, les services du Premier ministre font encore savoir à celui qui finira par être le premier directeur de l'administration générale que le Premier ministre n'envisage pas de signer un décret créant des cadres propres au ministère. Nous sommes 2 ans après la création du ministère et Debré n'en veut toujours pas. Et du coup, Jean Autain, qui va donc devenir le premier directeur de l'administration générale, dit « L'absence de cadre est une source de troubles constants et psychologiquement, cette absence éloigne du ministère les fonctionnaires qui souhaiteraient y servir puisqu'ils ne pensent pas pouvoir y faire leur carrière. » Sur ce plan-là, l'arrivée des hommes de la France d'outre-mer a été une grande chance pour ce ministère. Alors, Michel Debré est allé plus loin dans sa réticence et dans l'aveu de sa réticence dans ses mémoires, puisqu'il a écrit, mais c'était 20 ans après qu'il ait quitté ses fonctions politiques, une politique culturelle est une formule trop ambitieuse pour un ministre et même pour l'État, dans la mesure où la culture est le domaine de l'esprit, elle est fille de la liberté, et je ne vois guère que la protection du patrimoine et son enrichissement qui puisse être l'apanage et une obligation de l'autorité. Voilà, donc je pense que
tout cela explique effectivement les difficultés de Malraux et de son ministère au départ. Et alors, le problème, c'est qu'après avoir eu un ministre qui était sans ministère, au temps de Pompidou, on a plutôt eu un ministère dont le ministre s'absentait. Et Pompidou s'est agacé, même en Conseil des ministres, si l'on en croit les propos d'Alain Peyrefitte, de qu'est-ce qu'il pouvait faire avec un ministre qu'il ne pouvait pas joindre. Alors cela dit, il y avait une amitié personnelle entre Pompidou et Malraux, Pompidou avait écrit en 55, intelligence suraiguë, culture littéraire et artistique sans égale, don évident de la parole, passion de l'honneur, de l'action, de la camaraderie, tout est là pour nous permettre d'affirmer que la vie de Malraux n'a pas fini d'étonner. Alors effectivement, la vie de Malraux ministre a été un peu étonnante. On peut donner un peu de crédit quand même à François Mauriac qui dit, je crois, assez de superbe à Malraux pour considérer que De Gaulle est une carte dans son propre jeu. Je pense que ça n'est pas tout à fait faux. Mais donc, dans ces années Pompidou, alors quand Pompidou arrive, il lui dit, vous débarrassez de votre alcoolique, enfin, il ne lui dit pas ça tout à fait comme ça, mais c'est quand même ce qui se passe, et on met un conseiller d'État, André Holot, qui va être le meilleur directeur de cabinet et le plus respectueux de son ministre, ce qui encore une fois n'a pas été le cas après. Malraux explique André Holot, qui est conseiller d'État, réorganise les circuits de décision, obtient des réponses dans des délais raisonnables, est le traducteur des souhaits de son ministre, mais il écrit quand même à un vieux complice de Malraux qui lui demande des crédits. Même en sacrifiant entièrement leur vie privée, le ministre et ses collaborateurs ne sont pas en mesure de corriger sérieusement les défauts habituels de toute administration. Cela s'explique pour une large part par l'extrême pénurie des hommes et des moyens. Donc effectivement, c'est quand même un problème de moyens. Et alors après, on arrive effectivement à l'époque où le cabinet qui demande à Pierre Moineau de revenir, parce que c'est l'époque où Malraux se sépare à la fois de Madeleine, du directeur général des Arts et Lettres, Gaëtan Picon, et vire le fondateur, enfin le véritable initiateur des maisons de la culture, Biasini. Donc il y a à ce moment-là un petit groupe avec Antoine Bernard, Albert Beuret, que Madeleine Malraux appelait Yago, et c'est le moment où Pierre Moineau considère qu'il peut exprimer la pensée de Malraux quand lui ne l'exprime pas. Sa phrase, je la cite, je l'ai notée entre guillemets quand il me l'a sortie, nous connaissions suffisamment sa pensée pour l'exprimer, même quand lui ne l'exprimait pas. Ma position à ce moment-là était de lui dire, croyez-vous vraiment qu'avec une pensée aussi mobile que celle de Malraux, il était raisonnable d'exprimer sa pensée quand lui ne l'exprimait pas. Mais Moineau est allé plus loin, il m'a dit, j'ai menti au président de la République, quand De Gaulle m'a demandé si je voyais souvent mon ministre, ce qui était le faux, eh bien j'ai répondu oui, je le vois souvent. Et donc, encore une fois, ça a débouché en 68 sur un texte sur les missions culturelles de la collectivité que le directeur du cabinet signe de son nom. C'est hallucinant quelque part de mon point de vue. Et ça débouche peut-être quelque part aussi sur la phrase de Pompidou devenu président, qui déclare cruellement à ses équipes en juin 69, toutes les folies de Malraux, on met une croix dessus. Et maintenant, on fait du sérieux. Ce qui aboutira, lorsque Jacques Duhamel arrivera au ministère, à sa phrase, d'abord, on continue et ensuite on commence. Et effectivement, il y a une structuration du ministère avec les directions régionales des affaires culturelles. Alors, ceci dit, malgré, encore une fois, les difficultés personnelles de Malraux, ce que j'ai appelé dans un chapitre de mon livre sur Malraux, ministre de l'irrationnel, le ministre des jours de peine, et ces jours de peine ont été cruellement nombreux, comme l'a dit son médecin, il a de superbes envolées, sa défense des paravents est absolument magnifique, la liberté, dit-il aux parlementaires, la liberté, mesdames et messieurs, n'a pas toujours les mains propres, mais quand on n'a pas les mains propres, avant de la passer par la fenêtre, il faut tout regarder à deux fois. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'un débat dans cette enceinte, c'est de savoir où la poésie prend ses racines, or vous n'en savez rien, et moi non plus, et je reprends ce que j'ai déjà dit, la liberté n'a pas toujours les mains propres, mais il faut choisir la liberté. Quand Florence Malraux a relu ce texte dans mon livre, elle m'a dit que ça faisait partie des passages du livre qu'elle préférait, évidemment. Alors,
il est clair que Malraux, encore une fois, est un homme de la souffrance, mais c'est aussi d'abord pour ces années où il y a quand même de l'action politique, un ministre de la parole. D'ailleurs, de toute façon, le ministre d'État, c'était dès le départ, sous Napoléon III, le ministre d'État, c'était le ministre de la parole. Et donc, c'est ce que Malraux est aussi pendant ces années-là, et pendant aussi qu'il est en train de commencer à rédiger les anti-mémoires, dont De Gaulle lui écrit par un câble depuis le croiseur Colbert en route vers le Canada où il doit crier « Vive le Québec libre », admirable dans les 3 dimensions. Et évidemment, je suis sûr que ce câble a réjoui et a réconforté Malraux, qui de toute façon avait commencé à être soigné, bien soigné par le docteur Bertagnan, au point que les chaînes qu'on abat ont été dédicacées, enfin, non pas dédicacées, non pas dédiées, mais dédicacées au docteur Bertagnan, et qui montrait tellement souvent cette page du livre que la page était un peu déchirée, au docteur Bertagnan, sans qui ce livre n'aurait pas existé. Et pour un livre suivant, il lui dédicace encore le livre et il met au docteur Bertagnan coupable encore de celui-ci. Donc il reconnaît le rôle de son médecin, et je pense que de toute façon c'est ce qui permet à Malraux de rester l'homme de la constance, tel que Jeanine Mossus l'a défini. Malraux, c'est l'exaltation de la culture qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Il affirme le trésor d'un domaine de forme constituant la première civilisation mondiale, et il affirme que la culture, c'est l'héritage de la noblesse du monde, avec la fraternité des cultures et le devoir des États de servir l'esprit en l'apportant à chacun et en soutenant des usines du rêve producteurs d'esprit. Donc le grand orateur, on le connaît contre le candidat d'Union de la gauche en 65. Pourquoi voulez-vous confier le pays à un médecin qui a déjà tué 11 malades? Mais on le connaît surtout, et c'est à mon avis effectivement le sommet de son art oratoire, en dehors avec aussi les textes évidemment pour Braque et pour Le Corbusier, c'est évidemment la panthéonisation de Moulin, qui, dans ce texte, élève l'histoire au rang de légende immortelle, tout en disant que les héros n'ont pas besoin d'une gloire usurpée. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir en main le dernier état du discours qu'il avait vraiment en main et qu'il a envoyé dès le lendemain à l'ordre de la Libération, où il était mis dans une vitrine dont il n'est pas ressorti avant l'an 2000. Ce qui fait que dans les œuvres complètes de Malraux, on ne trouve pas l'utilisation de cette version, que j'ai donc utilisée à l'occasion du colloque de 2001, Malraux, le rayonnement culturel de la France, parce qu'il évoque, il ne fait pas de cadeau, alors il est toujours politique quand il parle, donc il refuse de dire que Moulin était un homme de gauche. Il dit c'était un préfet radical chassé par Vichy. Alors quand il publie ensuite Les oraisons funèbres, il revient à la formule préfet de gauche. Et alors, il est très cruel pour la résistance dont il n'a pas fait partie au début, puisqu'il écrit au départ, dans son texte, qu'en 1942, la résistance n'est encore qu'une vaine poussière de courage désarmé. Vaine poussière. Alors il se dit quand même que c'est pas possible d'insulter les gens qui vont être là à l'écouter, les compagnons de la Libération, qui dès 40 quand même n'étaient pas une vaine poussière, c'était un petit noyau. Et donc la cruauté de sa phrase, il la baisse en disant la résistance n'était encore qu'un désordre de courage. Alors c'est un peu mieux effectivement d'être un désordre de courage que de la vaine poussière. Il rêve effectivement d'avoir été quelque chose dans l'organisation de la résistance, puisqu'il met, quand je cheminais avec les délégués pour aller d'un mouvement de résistance vers un autre mouvement, finalement il supprime cette phrase, puisqu'effectivement il n'a absolument pas eu le moindre rôle dans la délégation générale de la France combattante. Et il continue à évoquer, à souffrir de cette période où effectivement il a un engagement tardif dû notamment à ses désillusions de l'Espagne et à sa célèbre réponse aux gens qui viennent le trouver dans le confort de la Souco, sur la Côte d'Azur, où il dit « Est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous avez des armes? Non, eh bien vous viendrez me retrouver quand vous aurez de l'argent et des armes. » Et donc, dans la fin du texte d'Hommage à Moulin, il dit « Depuis combien
des milliers d'années, les résistances ont remplacé leurs morts. Mais en combien de temps? Et dans la nôtre, comme la mort avait déjà terriblement choisi. Alors il raye d'abord terriblement, et ensuite il raye toute la phrase, la mort avait terriblement choisi. Et quand j'ai lu cette phrase, j'avais depuis un certain temps des relations très amicales avec Madeleine Malraux, je l'ai appelée en lui disant « S'il a rayé ça, c'est parce que c'était trop proche de Roland, c'était trop proche de Claude, c'était trop proche de son camarade maréchal, et donc ça devenait imprononçable. » Le dernier tapuscrit raturé que donc Malraux tenait en main révèle son oscillation entre le rêve et la lucidité, entre histoire et légende. Ni dans le discours, ni dans son édition, on ne retrouvera une phrase sur les bestiaux, sur l'organisation de la résistance est en place, puisqu'encore une fois, parler de l'organisation de la résistance bien en place, c'est s'avouer à lui-même qu'il en était exclu. Donc, effectivement, il y a eu la résistance a suscité en Malraux des sentiments ambigus, mais elle a aussi provoqué un admirable légendaire autour de la résistance. Enfin, si Moulin devient le héros qu'il est dans la France des années 60 et depuis, c'est évidemment grâce à André Malraux. Alors, cela dit, justement, les souffrances personnelles de Malraux ont fait que Viançon-Pontet, en 63, écrit « Malraux n'est plus le génie brûlant et prestigieux qui inquiète et séduit. Il n'est plus l'enfantérisme du gaullisme, c'est le vieil oncle dont on tolère les foucades avec une indulgence amusée, parce qu'aux yeux des voisins, il honore la famille. » Alors, la phrase est assez cruelle, mais Viançon-Pontet aimait être cruel, quand il n'était pas aveugle, comme sur la France qui s'ennuyait en 68. Mais c'est un peu vrai, et le rapport Pompidou-Malraux, c'est effectivement, on le garde, on lui cède même la lanterne après que la maison de Boulogne ait été plastiquée, mais on le laisse, on ne le convoque absolument pas sur les problèmes d'urbanisme et les problèmes d'organisation de Paris. Cela dit, comme a su le dire Pascal Horry dans le documentaire de Vuiltard sur Malraux à l'épreuve du pouvoir, qu'on doit pouvoir retrouver sur Arte, pour être allé au plus haut dans le domaine de la reconnaissance esthétique par le roman, au plus haut dans le domaine de la reconnaissance intellectuelle par ses livres sur l'art et par ses prises de position engagées, puis en ayant accédé au pouvoir d'État, André Malraux apparaît comme l'intellectuel parfait. Alors, si j'ai encore un peu de temps, je vous projetterai quelques images. C'est à Madame la Présidente et à Madame Mossus de l'accepter. Après, on fait la pause. Donc, après le Malraux donc chinois, je vais... Alors, comment est-ce que je fais pour revenir au... Alors là, vous voyez, si je puis dire, le couple Malraux qui va encore assez bien. Madeleine est là avec... Micro. Oui, vous voyez là le couple Malraux en 63 au Québec. Et donc, Madeleine est encore avec lui. Un an et demi plus tard, quand ils sont invités tous les deux à l'ambassade de Grande-Bretagne, il met dans une petite note. Je ne sais pas si Madeleine sera rétablie. En réalité, il ne veut plus qu'elle soit avec lui, et donc il l'expédie, si je puis dire, en disant qu'il est malade. Alors, la cruauté, quelque part, c'est effectivement Charonne. Voilà la tombe de Vincent Malraux et de son frère, et de Josette Clotis, qui porte enfin ce nom dont elle avait tant rêvé, Josette Malraux-Clotis. Alors ils sont tous les trois pas très loin de Brasillac, mais ça ce sont les rapprochements étranges des cimetières. Donc, dans les caricatures fausses, ça c'est une caricature espagnole, enfin je ne sais pas si elle est espagnole ou d'Amérique latine, où Sartre ira juste après que Malraux y soit allé en disant « Je veux être en Amérique latine l'anti-Malraux », mais quand on met Malraux bouchant, empêchant l'expression des Algériens, on se trompe, puisque, encore une fois, d'abord, il a cette fameuse phrase qui lui a quitté son poste de ministre de l'Information, et il y a par ailleurs le fait qu'en 62, au moment de la crise
pour les harkis, il dit ça n'est pas parce que la France a choisi la justice qu'il faut abandonner les fidèles. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il acceptera que le Mobilier National et les manufactures accueillent un atelier de femmes et de filles de harkis qui est rattaché au ministère en 1967 et qui continue à travailler dans des baraquements jusqu'en 82 où je découvre que dans ces baraquements, ces femmes et ces filles sont respectés au point qu'on leur a laissé des toilettes à la turque qui n'ont même pas de porte. Inutile de vous dire que, en tant que responsable administratif des manufactures, j'ai fait mettre d'abord des portes et je me suis battu pour que une manufacture soit construite, la première qui a été construite depuis la Révolution française. Alors là, on voit ce texte, cette coupure de presse préparée présenté au ministre, donc le 29 avril 66, et Malraux écrit « Me donner l'ensemble du reportage quand je partirai pour Israël ». En réalité, c'est pas pour Israël qu'il va partir, c'est pour Marly. Je viens de donner à la revue politique parlementaire un petit texte sur Malraux Israël, le voyage évanoui. Le voyage évanoui ne lui a pas permis de se servir de ses formules sur l'État neuf et l'antique nation, mais il avait écrit dès les années 50 qu'il était très normal que les Israélites aient envie de devenir des Israéliens dans le pays de la Bible plutôt que d'aller vers l'Ouganda. Donc, évidemment, ça faisait... bon, vous avez vu Malraux en bonne santé, si je puis dire. Alors, je vous le remontre en bonne santé, toujours au Canada. Et voilà sa tête en 66. La fatigue de Malraux. Bon, alors, il fait chaud, hein, et on peut évidemment se souvenir de la phrase d'un humoriste à propos de Mitterrand. Mitterrand demande à boire. On dit que c'est la faim, mais non, c'est la soif. Bon, alors là aussi, c'est la chaleur, mais malgré tout, c'est aussi l'épuisement de cet homme qui, encore une fois, depuis 1961, chaque mois de mai, est dans un état de crise épouvantable, parce qu'il n'oublie pas que 2 jours avant que Vincent ne meure, il lui a lancé, et Alain a entendu ces mots et les a souvent répétés, « Dis-toi bien, dit André à Vincent, que tout ce qui t'arrive ne me concerne pas. » Évidemment, quand vous retrouvez votre enfant et son frère morts 2 jours après, vous avez un problème. Et je vous citerai une dernière cruauté de Michel Debré. Michel Debré, dans ses mémoires, évoque effectivement Malraux lui disant « Je les ai vus allongés tous les deux, on avait l'impression qu'ils étaient morts au combat. » Et Debré ajoute avec une cruauté que je ne comprends toujours pas « Si je n'avais pas connu les circonstances de l'accident d'automobile, Malraux m'aurait dit qu'ils étaient morts au combat. » Je trouve la phrase assez déplacée. Mais bon, il vieillissait et sa collaboratrice pour ses mémoires, qui était une brillante politiste, ne l'a pas incité à retenir ces mots qui montraient encore une fois qu'il n'était pas toujours très tranquille. Alors ça, vous l'avez déjà vu. Donc toujours dans les organisations des voyages diplomatiques, hein, tout est toujours très cadré. Bon, vous voyez à 9h Monsieur X, à 9h30 Monsieur Y, à 10h30 la collection de bronze et de peinture. Bon, vous inaugurez la maison. Enfin, c'est effectivement le grand classique. Et donc, Faisan s'amuse avec donc ce voyage impromptu quelque part jusqu'à Pékin. Où quelqu'un dit qu'il va y parler du Vietnam, enfin tout ça quand même, on sait que la lettre demandant aux autorités chinoises de le recevoir est arrivée pratiquement quand il était à Canton, enfin c'est son bateau qui a eu un problème d'avarie qui a fait qu'il a dû quitter le bateau et prendre l'avion et donc il est donc allé en Chine. Vous voyez ici Madeleine Malraux quand Catherine Tasca lui remet sa cravate de commandeur de la Légion d'honneur, elle aura après la rosette de... Non, sa cravate des Arts et Lettres, elle aura après sa rosette de la Légion d'honneur remise par Frédéric Mitterrand. Et vous voyez donc au centre, Émile Biasini, qui a donc été chassé du ministère en 1966, alors qu'il avait effectivement puissamment contribué à ce que les maisons de la culture puissent vivre. Et vous voyez donc Catherine Tasca, qui avant d'être ministre a aussi été responsable de la Maison de la Culture de Grenoble. Et donc, malgré tout, ce sont des gens qui ont, si je puis dire, résisté au vent mauvais de l'histoire. Et je vais finir, je vais vous laisser pour finir
le couple Malraux du temps où ils étaient encore un couple assez triomphant. Vous avez aperçu tout à l'heure la belle photo du couple Malraux et du couple Kennedy avec la Joconde. Madeleine avait été habillée par Chanel, qui lui avait prêté un de ses grands colliers de perles. Et les journaux américains ont dit que les deux dames étaient également rayonnantes. Donc je laisse la femme du ministre rayonnante pour que vous puissiez boire à leur mémoire et à leur santé mémorielle.